On vous reçoit pour la sortie de votre nouveau livre, Qui est Mélenchon, en librairie depuis le 7 novembre. Alors, qui est Mélenchon? 100 points d'interrogation. Entre vous deux, c'est une histoire qui commence plutôt bien, que vous racontez un petit peu dans votre livre. Vous vous connaissez depuis 1986, 18 ans de militantisme en commun. De vie commune, oui. Pardon ? De vie commune. De vie commune. Vous parlez même d'une réelle complicité, d'une certaine émulation, d'une affection entre vous deux. Et puis, au fur et à mesure du livre et du temps qui passe, les choses se gâtent. Et surtout, depuis le 7 octobre, vous écrivez, et surtout les jours d'après, vous avez donc décidé d'écrire ce livre. Expliquez-nous. Vous, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre maintenant sur Jean-Luc Mélenchon? Parce que je pense que c'est un danger politique. Et que tant qu'il défendait les positions qu'il défendait dans la phase précédente, j'étais en désaccord, mais il a le droit de s'exprimer, comme dirait l'autre. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train d'apporter à la société française des tensions extrêmement violentes, extrêmement dangereuses, et qu'il en est le principal cristallisateur. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu, selon vous, un danger politique, très clairement? Deux choses, d'après moi. La première, c'est un cynisme électoral que je raconte dans le livre, dans les détails. Comment ça, je date ça à partir du mouvement des Gilets jaunes. Bon, là, je raconte une scène j'ai vécue avec lui. Et la leçon qu'il tire de ce mouvement des Gilets jaunes et qui l'amène à considérer que, grosso modo, le prolétaire blanc, entre guillemets, ne sera plus jamais son électeur. Lui a échappé. Voilà, lui a échappé, que tout ça c'est parti au Front National, et donc il cherche un nouvel électorat. Et à ce moment-là, il va se tourner vers ce qu'il appelle le nouvel opprimé, le jeune symboliquement des banlieues, le jeune maghrébin essentiellement, etc. Donc voilà. C'est un calcul froid. Il y a ce calcul-là, électoral, qui est d'ailleurs qui se tient. Je veux dire, quand on regarde les chiffres, qui peut se tenir. Regarde de l'adhésion d'une partie de ces populations à ces thèses. Et après, il y a, et c'est ce que je dis aussi dans le livre, une conviction idéologique forte qui se crée, qui est irrigué par, je dirais... Son entourage ? Non, pas que son entourage, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas quelqu'un qui se laisse influencer par l'entourage, qui est irrigué par des textes écrits par notamment toute une série de trotskistes anglais, qui, depuis déjà une dizaine d'années, ont théorisé que dans l'affrontement avec le grand Satan que représente l'Amérique, les porteurs de ce combat sont ce qu'ils appellent, entre guillemets, les masses islamistes. Et que donc il faut il applique une théorie trotskiste classique qui s'appelle la théorie du front unique, et donc il faut faire le front unique avec les masses islamistes. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux, parce que quand on mange avec le diable, on dit qu'il faut avoir une grande cuillère ou une petite cuillère, je sais plus. Et là, sur le fond, il est en train, et on le voit bien, et c'est ça pour moi le tournant, le 7 octobre, il y a des choses que défend Jean-Luc Mélenchon depuis, des choses qu'il dit, qui sont à l'inverse de tout ce que j'ai connu, et qui sont pour moi extrêmement dangereuses. Catherine Tricot, qu'est-ce que vous évoquez? Ce que vient de nous dire Julien Drey. Quand vous évoquez le calcul, je dirais, électoraliste de Jean-Luc Mélenchon, je peux imaginer qu'il en soit ainsi. J'allais vous dire, le Parti socialiste l'avait initié, notamment un certain rapport qui avait été produit en 2011, qui était le rapport Terra Nova, et qui, à l'époque, expliquait que les ouvriers étaient perdus pour le Parti socialiste et que donc ce qu'il importait, c'était de se tourner vers les jeunes éduqués, les femmes et les minorités racialisées des banlieues. Donc, d'une certaine manière, ça a été fait théorisé par Terra Nova, et d'une certaine manière, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est bien à peu près le cœur du discours de Jean-Luc Mélenchon, qui est... Pas tout de suite. Ah oui, tout à fait. Là, les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'il s'est au départ très opposé à cette stratégie-là, mais aujourd'hui, si l'on regarde, et quand il théorise la Nouvelle-France, ce dont il parle de la Nouvelle-France comme étant la France urbaine, c'est donc bien les urbains et les centres des grandes métropoles qu'il vise, c'est les jeunes éduqués et c'est les gens des banlieues comme étant une catégorie, une catégorie du monde populaire qui aujourd'hui est dans le cœur de la modernité. Donc essentialisé, il ne le dit pas comme ça. Ça c'est vous qui le dites, mais c'est pas ça qu'il dit. Non, si, essentialisé. Non, non. On reviendra, mais je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Bon, donc ce que je veux vous dire par là, c'est que la réflexion politique en termes de quels sont les gens avec qui je peux faire ma proposition politique peut matcher ou pas, c'est une chose qui est
fréquente, à peu près normale, et qui a été initiée au Parti socialiste. Ce qui est troublant, je dirais plutôt, c'est de voir que Jean-Luc Mélenchon récupère cette proposition. Merci, mais si vous me permettez, l'histoire du Parti socialiste, je la connais un peu. Certainement, mais moi aussi. Voilà. Je vous lisais en 1986, donc je connais votre histoire. Julien Drey, qu'est-ce que vous répondez à Catherine Tricot? Non, vous n'écriviez pas des livres, mais vous écriviez un journal qui s'appelait À Gauche. Voilà. D'abord, premièrement, le rapport Terra Nova était un rapport fait par une fondation qui ne disait pas exactement ça. Parce que le rapport Terra Nova disait l'inverse. Il disait laissons tomber la population des banlieues et adressons-nous au cadre supérieur. Voilà. Ça, c'est ça le rapport Terra Nova. Ce à quoi vous faites référence, c'est une note qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Pascal Boniface, qui lui avait écrit cette note en disant désormais, etc. et pour la petite anecdote, c'est pour ça que je me suis permis d'être un petit peu agressif. Non, je vous en prie. C'est moi qui ai demandé l'exclusion de Pascal Boniface à François Hollande. Voilà, et qu'il l'a obtenu. Voilà. Quel parce talent? que, non, c'est pas un talent, c'est parce que j'étais en désaccord total avec ce qui était écrit. Et alors? Et d'ailleurs, et on a eu raison. Et alors on exclut? Non, mais on exclut au sens, j'ai demandé exclu au sens, écoutez, excusez-moi, j'étais non, très c'est pas grave. Allons-y. Moi, des exclusions, j'en ai fait moins que communiste. Donc là-dessus, il y a eu, pour répondre à votre question, il y a eu un tournant qui est très simple. C'est la campagne de Ségolène Royal. La campagne de Ségolène Royal, elle n'est pas faite en direction des bobos. La campagne de Ségolène Royal, alors on peut lui reprocher des tas de choses, mais rappelez-vous la cible qu'on a pris à l'époque, et je l'ai dirigé cette campagne, on a pris les quartiers populaires, et elle avait un écho extraordinaire. Regardez les scores qu'elle fait à ce moment-là, c'est même ce qui fait que certains pensent qu'on va gagner, tellement on fait des scores gigantesques dans les quartiers populaires. Donc c'est pas vrai qu'on a abandonné les quartiers populaires. Julien Drey, pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, vous aussi dans votre livre, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous imaginez une scène qui est le premier tour de l'élection présidentielle, une élection présidentielle qui aurait lieu en 2027. Et le soir de ce premier tour, c'est Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon. Et avec ce questionnement que vous semblez vous poser, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette hypothèse-là, elle vous semble une hypothèse très probable qu'au soir du premier tour en 2027, on soit face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Je fais le livre pour éviter ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer, pour essayer de montrer les dangers que ça représente. Je pense que ça sera une confrontation très dure. Elle est possible aujourd'hui. Si la gauche ne se ressaisit pas et n'est pas capable d'offrir une alternative politique positive, réfléchie, avec des choses qui ne sont pas simplement des slogans, si elle ne se remet pas au travail et si elle ne trouve pas la possibilité de se rassembler autour d'un projet politique, oui, Jean-Luc Mélenchon, avec son talent et avec le calcul qu'il fait, peut être en deuxième tour. Vous, dans ce cas de figure, vous ne savez pas pour qui vous votez? Je ne sais pas pour qui je votais parce que j'essaie de me poser des questions en fonction du moment où elles auront une réalité. Voilà. Si vous l'écrivez, c'est que ça devient une possibilité. Parce que vous savez pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent désormais, je ne sais pas ce que je ferai. S'il y a Mélenchon-Le Pen, je ne voterai pas pour Mélenchon. Et d'autres même qui me disent, j'en sais rien, etc. Et c'est ça qui m'inquiète. Des gens de gauche. Oui, des gens de gauche, oui. Jean Garrigue. Là-dessus, j'ai exactement le même diagnostic. C'est beaucoup de sympathisants de gauche, d'électeurs de gauche, qui disent la même chose. Et je dois reconnaître là-dessus que l'analyse de Julien Drey, elle est juste. Et je dirais aussi que si vous observez un petit peu ce qu'ont été les parcours parallèles de ces deux personnalités, moi je vois une cohérence dans celui de Julien Drey. Je n'en vois plus dans celle de Jean-Luc Mélenchon, que je voyais comme un républicain d'abord, un républicain social qui défendait la cause des couches populaires et qu'on a vu peu à peu dériver, mais ça a été expliqué par Julien Drey, vers quelque chose qui est une forme de communautarisme, en fait, de recherche du vote, de vote communautaire, qui effectivement est quelque chose d'extrêmement tragique dans la période que nous vivons aujourd'hui, dans la période où précisément ce qui est à refaire, c'est le tissu de la citoyenneté républicaine. Lui, il fait exactement l'inverse. Il va dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Et puis, par rapport à la gauche française, il l'a paralysé, il l'a empêché depuis des années de reconstruire quelque chose qui soit une nouvelle mouture, une adaptation, une modernisation de la social-démocratie. Cette social-démocratie, elle s'était fossilisée du temps de la présidence de François Hollande. Elle mérite aujourd'hui d'être reconstruite complètement
avec l'écologie, avec tout ce qu'on veut. Il y a énormément de choses à faire. Et tant que vous aurez cette démarche, cette espèce d'obsession présidentialiste et communautariste de Jean-Luc Mélenchon, vous empêchez précisément que se reconstruise. Il y avait, regardez ce qui s'est passé après les élections européennes, il y avait quelque chose qui pouvait naître. Avec il y avait un Raphaël Glucksmann, il y avait... Et tout ça d'emblée a été cassé dans l'œuf. Julien Drey, vous partagez ce que dit Jean Garrigue. En effet, pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme qui empêche la gauche de gagner. Oui, j'en suis convaincu aujourd'hui. Par sa radicalité, c'est pour ça que j'ai fait le livre, oui. Par sa radicalité, par ses prises de position. Je pense qu'aujourd'hui, il est celui qui empêchera la gauche de gagner, comme d'autres. Dans d'autres pays, l'en empêche. Et je pense en plus que les positions qu'il prend depuis le 7 octobre, et la manière dont, y compris sur la forme, vous savez, il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme, une forme d'agressivité. Je vais vous donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Moi, pour moi, un député doit être correctement habillé à l'Assemblée nationale. J'étais député des quartiers populaires. Les gens, ils étaient contents quand j'arrivais à l'Assemblée nationale en costume et en cravate. Voilà. Je pense que cet air débonnaire, c'est une fausse représentation du peuple. Oui, parce que ça pourrait être une manière aussi d'incarner une forme de proximité. Non, ça c'est faire croire qu'on fait peuple. Voilà. Alors, Aurore Balval, vous voulez réagir sur la question de la radicalité. Est-ce que justement, quand même, vous ne reconnaissez pas au moins un mérite à Jean-Luc Mélenchon? Je ne pense pas, mais après les années Hollande, il y avait quand même la gauche, enfin l'espoir en tout cas de changer les choses a été mort à gauche. Est-ce que justement la façon dont LFI, en tout cas, a entraîné le Parti socialiste, qui est devenu un peu un satellite, en tout cas à l'Assemblée nationale, n'a pas remis quand même certaines questions, et là je parle de questions sociales et économiques, au centre du débat, alors qu'elles avaient été un petit peu écartées par le quinquennat Hollande. Que les choses soient claires, moi je ne défends pas le quinquennat Hollande. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'ai aucune responsabilité. Donc, c'est une des choses qui me reprochait. Et je disais, mais moi, j'ai pris aucune responsabilité. C'est un ami, etc. Mais voilà. Donc, je ne suis pas là pour le défendre, loin de là. Et oui, vous avez raison. Il a une forme de radicalité, y compris même d'intelligence, parce qu'ils n'ont pas écrit que des bêtises. Bon, même sur l'écologie, je pense que bon. Mais le problème, si vous voulez, c'est que comment dire. Aujourd'hui, il y a une rupture dans tout cela. Et cette rupture, elle est produite à partir de 2000. Elle est produite déjà en 2017 et elle est produite encore pire en 2022. Ce que je dis dans le livre, c'est que Jean-Luc Mélenchon aurait pu être François Mitterrand. Il aurait pu être celui qui refonde la gauche et qui la refonde sur des bases nouvelles et radicales. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous, Julien Drey? Est-ce que c'est aussi quelque chose de plus personnel de il y a une dimension personnelle. Il a un exercice du pouvoir qui est devenu totalement autoritaire. D'ailleurs là. Je crois que tout le monde le dit maintenant. Je veux dire, moi, il m'a dit un jour comme ça, il m'a dit de toute manière, c'est fini toutes ces bêtises-là. C'est quoi? Moi, je dirige le parti, je dirige mon organisation et il me montre son portable. Je dis pardon. Il me dit oui. Voilà, je transmets les ordres et voilà, ça obéit. Et vous avez un autre livre qui est sorti et que je vous invite à lire peut-être, qui s'appelle Le Parrain rouge, qui est en fait le maître à penser maintenant de Jean-Luc Mélenchon, qui s'appelait Pierre Lambert. Et ce comportement autoritaire, on le retrouve désormais dans le comportement de Mélenchon. Et le paradoxe, si vous me permettez, petite anecdote, c'est que aujourd'hui, les locaux de Jean-Luc Mélenchon sont les locaux de l'OCI et de Pierre Lambert. Et c'est probablement par hasard. Catherine Tricot, rapidement, il nous reste 1 minute. Jean-Luc Mélenchon, le soir du deuxième tour, enfin du premier tour de 2022, quand il a réuni ses troupes, il a terminé son discours en disant « faites mieux ». Faites mieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est que les socialistes, la gauche française, elle a toujours constituée de 2 pôles, un pôle socialiste et un pôle radical, qui a été très longtemps incarné par le Parti communiste. Aujourd'hui, c'est la France insoumise qui a pris cet espace-là, et c'est dans cette tension que la gauche a été intéressante. Elle a toujours gagné quand c'est le pôle socialiste. Oui, mais attendez, ce que je veux dire, c'est qu'elle a toujours gagné quand il y avait pas de la synthèse, de la confrontation, de la dynamique entre les deux. Et que ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a ressorti le pôle radical qui était complètement écroulé parce que le Parti communiste était écroulé et qu'il a remis ce pôle-là en situation. Après, est-ce que dans le détail, on est d'accord avec tout ce que fait Jean-Luc Mélenchon? Je ne peux pas vous dire que je le sois. Mais par contre, ce que je sais, c'est que la gauche française n'existe que s'il y a les 2 pôles. Et pour l'instant, ce que je constate, c'est que le pôle social-démocrate, c'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier que le pôle social-démocrate est écroulé. On n'a qu'à voir le résultat des États-Unis pour voir qu'il n'y a pas aujourd'hui de réponse social-démocrate à la mondialisation, à l'affaissement de l'État, et que Jean-Luc Mélenchon fait une proposition, faites mieux.
Julien Drey, juste en 15 secondes, une réponse très rapide. Je vois bien le défi qui est lancé, qui ne m'a pas lancé à moi, parce que moi je suis un retraité, qui est lancé, je dirais, à tout ce qui devrait être la social-démocratie. La question qui est posée, c'est qu'il y a un préalable. Il faut s'affranchir de Mélenchon. Tant que la gauche ne s'affranchira pas de Mélenchon, elle ne sera pas audible. Parce que vous savez ce qui se passe dans la société aujourd'hui, vous avez un petit pôle qui se regroupe autour de Mélenchon. Mais vous avez aujourd'hui des millions de gens qui disent on le supporte plus, on n'en veut plus. Et si on ne veut pas se retrouver dans une situation à l'américaine, c'est que justement on vote n'importe quoi, mais pour l'éviter, beaucoup. Il faut Merci beaucoup Julien Drey. On reparlera de l'avenir de la gauche ici. Je rappelle le titre de votre livre, qui est Mélenchon, en librairie depuis le 7 novembre. Merci à tous.